Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du métier d'enseignante, du métier de prof. Et je vais vous raconter un peu ce que j'ai gardé de mon expérience en tant que professeur dans l'éducation nationale. Les aspects positifs, ce qui m'a enrichi, ce que j'ai aimé, mais aussi les aspects négatifs, ce qui m'a fait me remettre en question par rapport à ma vie professionnelle, ce qui m'a fait douter aussi d'avoir choisi ce métier et qui m'a amené petit à petit jusqu'à la désillusion puis la démission. Pour vous parler d'abord un peu de mon parcours scolaire, donc j'ai fait un bac littéraire, ensuite je suis allée à l'université, j'ai fait une licence LLCE allemand, donc langue, littérature et civilisation étrangère, ce qui est un peu la voie royale pour devenir professeur de langue. Ensuite j'ai fait un master enseignement. Entre la licence et le master, je suis partie 1 an en Allemagne en tant qu'assistante de langue, Fremdsprachenassistentin, pour préparer mon CAPES et avoir aussi un meilleur niveau. J'ai passé le CAPES durant la première année du master, je l'ai eu, et puis durant la deuxième année, j'ai fait mon stage et j'ai été titularisée dans la foulée. Donc j'ai fait en tout 6 ans d'études en comptant mon année en Allemagne, dans un lycée où j'assistais du coup les professeurs de français. Alors, pourquoi j'ai voulu être prof ? Disons que c'était un rêve, c'était mon rêve. Depuis que j'étais enfant, je rêvais d'être maîtresse, je rêvais d'être dans une salle de classe, de donner cours, de transmettre, d'enseigner. La seule chose que je ne savais pas, sur laquelle je n'étais pas fixée, c'était la discipline que j'allais enseigner. Donc j'ai longtemps hésité, j'ai voulu être prof d'SVT à un moment donné, ensuite j'ai voulu être prof de lettres et puis finalement je me suis lancée dans l'allemand parce que c'est une langue que j'appréciais énormément et parce que c'était une langue assez rare pour laquelle les gens n'avaient pas tellement d'engouement. Donc ça me plaisait beaucoup aussi de défendre l'enseignement de l'allemand et de me faire un peu porte-parole de cette langue que les gens trouvent souvent un peu bizarre ou très peu agréable à l'oreille, alors qu'en réalité c'est une langue que je trouve moi très belle. Voilà, donc je me suis pris d'affection pour cette langue-là et à tel point que j'ai voulu aussi moi l'enseigner. Alors prof, c'est une vocation pour moi parce que c'est un métier qui a toujours vibré, ça a toujours illuminé mon cœur. J'ai toujours eu vraiment à cœur d'accompagner les élèves, les adolescents, les enfants dans leur construction. Donc c'est vrai que tout ce qui est lié à la pédagogie et l'éducation, c'est vraiment mon dada, voilà. Et même si je n'enseigne plus depuis 3 ans et que j'ai quitté l'éducation nationale, ça reste quand même pour moi un métier de cœur, voilà, même si aujourd'hui je ne peux plus l'exercer dans les conditions dans lesquelles je l'exerçais avant, voilà. Donc peut-être qu'un jour il y aura une autre opportunité qui va se présenter, qui me permettra d'enseigner à nouveau, parce que c'est ce que j'aime faire en fait, tout simplement. Alors dans les aspects positifs, commençons d'abord par ça. Donc c'est un métier qui est d'abord axé sur la transmission et l'enseignement. Et ça c'est vraiment le cœur du métier. Quand on est prof, on a des connaissances, on a des compétences, des savoir-vivre, des savoir-être et en fait on donne énormément, on transmet énormément, que ce soit en termes de connaissances dans notre discipline ou dans notre spécialité, mais aussi dans ce qu'on est. Parce qu'un professeur, c'est pas seulement un puits de connaissances, c'est aussi quelqu'un qui va donner de sa personne, c'est quelqu'un qui va entrer en relation, parce que c'est un métier d'humain, voilà. Donc il faut aimer les élèves, il faut aimer le contact avec les élèves et aimer transmettre. Et ça, c'est chouette parce que du coup, ça donne lieu aussi à énormément de possibilités créatives. Voilà. On doit enseigner, on doit permettre aux enfants, aux élèves d'apprendre des choses qui vont leur servir pour plus tard. Donc on se met au service aussi de l'innovation, de la créativité. On crée des cours, on crée des séquences, on anime aussi, beaucoup d'animation, beaucoup de prise de parole en public. Donc on est aussi une sorte de référence pour la classe, on est garant du cadre. Donc au-delà de la transmission pure, il y a aussi tout ça qui s'articule. Et moi j'aimais beaucoup réfléchir sur la façon d'organiser les cours, de créer des exercices, des activités. Ça c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, de pouvoir jouer de la créativité et puis tester aussi les choses en classe.
et voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, comment est-ce qu'on peut améliorer. En fait, c'est un métier dans lequel on est toujours en progression, on est toujours en recherche. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont créatifs, qui aiment chercher, se poser des questions, structurer des choses, faire en sorte que ce soit cohérent, qui aiment animer en fait, des fois même un peu comme si on était dans une pièce de théâtre, en jouant aussi un peu, et ben c'est un métier qui va vraiment vous permettre de vous épanouir si vous êtes comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'adorais vraiment dans ce métier-là. Ensuite, il y a bien sûr la dynamique de l'accompagnement qui est très intéressante. Le fait d'accompagner les élèves à grandir, à évoluer, à prendre confiance en eux, parce qu'un professeur, c'est pas seulement quelqu'un qui donne cours, qui fait classe, c'est aussi quelqu'un qui écoute, c'est aussi quelqu'un qui accompagne. Donc évidemment, dans ce métier, il y a une dimension psychologique qui est vraiment très importante, une dimension d'écoute. Parce qu'on n'a pas affaire qu'aux enfants, on a aussi affaire aux familles, on a affaire aux parents, on a aussi des collègues, donc il faut pouvoir aussi être dans une dynamique de collectif, voilà. Donc ça demande bien sûr des compétences à évoluer avec d'autres personnes, des compétences de compréhension, des compétences aussi de remise en question, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours raison. Donc il faut savoir aussi parfois moduler aussi dans sa relation avec les élèves, ne pas systématiquement se placer comme un être supérieur, voilà. Mais ça, c'est libre à chacun dans sa façon d'enseigner, bien sûr, et dans sa posture. Mais en tout cas, on contribue beaucoup à l'évolution. Voilà, l'évolution. On les voit grandir, on les voit rencontrer des difficultés, on les aide à surmonter des difficultés dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, on ne peut pas aider tout le monde dans les conditions dans lesquelles on travaille. On y reviendra après dans les aspects négatifs. Mais en tout cas, il y a cette satisfaction de se dire qu'on a contribué à quelque chose. Quand on voit un élève qui n'arrivait pas à faire quelque chose qui arrive, qui prend confiance en lui, qui réussit par exemple à trouver ce qu'il veut faire plus tard, c'est vraiment des petites victoires comme ça qui font très plaisir. Donc ça, moi j'adorais en fait participer à cette construction, au-delà de la construction scolaire, la construction sociale, la construction de la réflexion aussi, du citoyen aussi qui va évoluer dans une société. On a aussi, donc, pour rejoindre un peu l'aspect créatif, une très grande liberté pédagogique. Alors moi, je ne parlerai que pour ma matière, qui est donc l'allemand, donc la matière, les langues. Alors c'est vrai que nous, on a un programme à suivre. On est peut-être un peu moins rigide sur le programme parce qu'on est des matières qui ne sont pas systématiquement soumises à examen. Donc on a une grande liberté, contrairement au français, aux mathématiques, où ça peut être peut-être un peu plus lourd au niveau du programme et un peu plus strict. Nous, on a cette liberté en langue de pouvoir vraiment faire vivre, langue vivante. Donc on peut créer plein d'activités à l'oral, on peut vraiment se lâcher sur l'aspect liberté pédagogique. Moi je me rappelle que j'avais quand même une grande latitude dans ce que je pouvais proposer aux élèves et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc on évolue. Quand on est prof, on grandit. Voilà, parce qu'on est au contact des élèves, on travaille avec eux. C'est pas toujours facile, évidemment, parce qu'il y a des conflits, il y a des situations complexes. Des fois, ça mobilise aussi beaucoup au niveau émotionnel. Mais on grandit, on apprend sur soi, on apprend sur l'autre. Ça nous fait aussi beaucoup réfléchir à notre rapport à la scolarité, c'est-à-dire qu'on passe en fait d'élève à prof, donc on passe de l'autre côté en fait. Et du coup, on se revoit aussi quand on était élève. Et on se dit, tiens, j'étais comment, qu'est-ce que j'aimais pas. On se questionne aussi beaucoup sur notre rapport à l'école, notre rapport au savoir, notre rapport à la scolarité. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, on grandit énormément, mais ce métier nous fait grandir au niveau personnel. Et ça, c'est top. Maintenant, on va passer aux aspects négatifs, donc les aspects un peu moins reluisants qui ont été pour moi des vraies désillusions. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas lié aux élèves ou à la transmission ou au fait d'accompagner, parce que ça c'est ce que j'aimais beaucoup, mais c'est plutôt lié aux conditions et au système dans lequel on évolue quand on est prof.
Alors pour moi, la désillusion, elle a commencé à partir de la première année, c'est-à-dire mon année de stage. J'ai commencé à enseigner dans un collège à raison de 12 heures par semaine et j'ai commencé à voir très rapidement que tout ce que j'avais appris moi dans mes années d'études, mon master, tout ce que je me suis perfectionné, le niveau que j'avais acquis dans ma discipline, en fait, allait me servir très peu pour enseigner à des collégiens parce que en réalité le niveau licence serait largement suffisant étant donné qu'on est sur du très basique au niveau du collège. Donc j'ai déjà commencé à me dire oh là là, tu as tout fait pour avoir un excellent niveau en allemand, pour être vraiment spécialiste dans ta discipline, le plus que tu pouvais, et d'un seul coup mon niveau en fait d'enseignement n'avait rien à voir avec mon niveau d'études. Donc déjà ça a été un espèce de gap comme ça, assez impressionnant. Et comme moi, ce qui me plaît, bien évidemment, c'est aussi l'attrait intellectuel, le fait de pousser loin ses capacités, ses connaissances, mais j'étais pas assez nourrie. Voilà, j'ai senti tout de suite que j'allais manquer de nourriture, moi personnellement, dans mon niveau d'enseignement parce que ça ne correspondait pas au niveau auquel j'étais en fait au niveau des études. Voilà. Donc ça a été une première désillusion. Ensuite, ce qui m'a le plus frappé, c'est le manque de sens dans les programmes et dans les différentes réformes qu'on nous demande d'appliquer. Donc en fait, quand on est prof, c'est vraiment très pyramidal, c'est-à-dire que tout descend du ministère jusqu'à nos inspecteurs, jusqu'au rectorat, etc. Et ça arrive jusqu'à nous. Donc on nous a demandé par exemple d'appliquer des réformes. Moi je suis arrivée à l'époque de la réforme du collège par exemple, qui n'avait absolument aucun sens. Donc on se retrouve à devoir appliquer des concepts, des réformes, des concepts éducatifs qui en fait n'ont pas beaucoup de sens et qui d'ailleurs ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'on nous livre le truc, moi je me rappelle pour la réforme du bac, on ne savait pas quoi dire aux élèves parce qu'on n'avait pas les infos. Donc on nous donne un truc qui n'est pas fini, qui n'est pas du tout éprouvé et qui n'est pas logique et on nous dit bah, débrouillez-vous avec ça et voyez avec les élèves et avec les familles. Donc je vous dis pas. Moi, j'ai vécu 2 réformes en l'espace de 3 ans au début où je commençais à enseigner, donc c'était quand même très lourd. Tous les ans, c'était une galère pas possible. Et donc après, on doit se débrouiller. Donc ça, c'est quelque chose que je n'appréciais pas du tout. Le manque de considération de la hiérarchie du ministère de l'Éducation nationale par rapport à notre métier, à nos responsabilités, le fait qu'on soit très peu considéré et très peu consulté aussi finalement dans les décisions qui étaient prises. Donc nous, on est très peu consultés, donc imaginez les élèves à quel point ils ne sont pas consultés du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais pas du tout. Le manque de sens durant les quelques premières années, c'est vraiment une difficulté à laquelle j'ai été confrontée qui est revenue et qui a été une motivation principale à mon départ et à ma démission. Parce que plus j'avançais dans le temps, plus j'avais l'impression que je n'y trouvais plus de sens en fait. Voilà, parce que je trouvais que les programmes n'étaient pas adaptés, que ça tournait en rond, qu'on faisait souvent des choses qui étaient bien trop faciles, qu'on prenait parfois les élèves aussi un peu pour des imbéciles, et puis les sujets n'étaient pas intéressants, j'aimais pas la manière dont les livres scolaires étaient construits, donc je les utilisais jamais, et puis il y avait aussi cet afflux d'examens, cet afflux de contrôle continu, de notes sans arrêt, il fallait noter beaucoup, etc. Et ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi non plus. Surtout au lycée où le rythme s'est considérablement accéléré pour moi et où par rapport au collège j'avais vraiment l'impression de faire en fait du travail à la chaîne et ça c'est vrai que ça m'a un peu dégoûtée quand même. La lourdeur administrative, ça c'est un autre aspect qui est très épuisant et qui peut vraiment nous user à la longue. Donc la lourdeur administrative, c'est toutes les tâches que nous avons à faire en plus d'enseigner parce qu'un prof, c'est pas quelqu'un qui fait ses 18 heures de cours par semaine de présence devant les élèves et qui le reste du temps est bien tranquille chez lui. On a beaucoup de travail à la maison, on a des corrections de copies à faire, on a des fois des examens à préparer, à corriger, des fois on est sollicité aussi par nos inspecteurs pour préparer des sujets d'examen, donc ça demande aussi beaucoup de temps. On se déplace pour corriger des copies dans certains établissements, des choses en interne, des choses en externe. Il faut compter aussi toutes les réunions, les réunions parents-prof, les réunions avec les équipes, avec le chef, les réunions
conseils de classe aussi, qui peuvent durer jusqu'à très tard le soir. Et il faut savoir que pour toutes ces tâches-là, nous ne sommes pas payés parce que c'est compris dans notre service. Donc vous imaginez à quel point on peut rajouter des tonnes et des tonnes de tâches à un enseignant en disant c'est compris dans le service, alors qu'en réalité ça nous épuise. La lourdeur administrative aussi de devoir répondre aux mails, de devoir répondre aux parents, parce que tout est devenu très lourd administrativement parlant, les procédures sont compliquées, la discipline c'est compliqué. Par exemple, il y a mettre des observations dans le carnet, préparer les heures de colle, après il y a répondre aux élèves qui ont des problèmes sur Pronote, répondre aux parents, être disponible, faire des réunions quand il y a certains élèves ça va pas bien, donc on convoque les parents, on fait des réunions avec la CPE ou le CPE. Il y a aussi le fait que quand vous avez une difficulté avec un élève dans un cours et que ça va très loin, eh ben, il faut faire encore des documents pour exclure l'élève, ensuite il faut faire des procédures, il faut remplir des papiers, il faut faire des signalements, enfin ça n'en finit plus. Et si tant est que vous soyez dans un établissement scolaire où on ne connaît pas trop le droit à la déconnexion et qu'on vous envoie des mails à 20h, 21h, 22h et qu'on s'attend à ce que vous répondiez pour le lendemain 8h, alors là, ça peut très vite déborder. Donc cette lourdeur administrative, elle est devenue tellement pesante pour moi qu'à un moment donné, je ne comprenais plus ce que je faisais comme métier. Moi, j'étais là pour enseigner, pour transmettre, et ça, c'est ce que la plupart des enseignants vous diront, et je me retrouvais à être secrétaire 50% du temps. Donc autant dire que j'avais beaucoup moins de temps du coup pour préparer des cours, pour faire ce que j'aimais faire et ce que j'avais appris à faire. Bien évidemment, quand on vous forme à être enseignant, on ne vous forme pas du tout aux aspects administratifs de ce métier. Ça, c'est quelque chose que vous découvrez sur le tas et qui peut, comme pour moi par exemple, faire partie de la grande désillusion. Ensuite, quelque chose aussi donc par rapport aux conditions de travail, le fait qu'il y ait beaucoup d'élèves dans les classes. Moi, j'avais parfois des classes de 30 à 35 élèves. Donc, autant vous dire que quand vous avez 30 à 35 élèves par classe, vous n'avez pas tellement la foi de faire des travaux de groupe, de faire des choses un peu innovantes, etc. Parce qu'il faut maîtriser la prise de parole, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de bruit, il faut tout surveiller, il faut tout contrôler, donc ça demande énormément d'énergie. Donc moi, j'arrivais plus en fait à un moment donné à faire cours parce que j'étais épuisée et que les journées où vous avez 6 à 7 heures de cours d'affilée avec 1 ou 2 heures de trou, mais que quand même de 8 heures à 18 heures vous êtes en classe, imaginez le soir l'état dans lequel vous êtes entre 16 heures et 18 heures, vous n'avez absolument plus d'énergie. Donc ça m'a vraiment mangé de l'énergie, ça m'a mangé la santé aussi. Le fait, voilà, beaucoup d'élèves par classe, un emploi du temps qui parfois n'est pas très bien organisé, le fait d'être sursollicité, parce que quand vous êtes prof, vous êtes sursollicité, vous avez en fait les yeux, les oreilles partout, attention aux conflits, aux disputes qui peuvent intervenir entre les élèves, il faut répondre aux questions, il faut animer le cours, il faut préparer les supports, il faut distribuer, il faut vraiment être partout à la fois. Et ça, moi, cette fatigue, en fait, après 1 ou 2 heures ou 3 heures de cours, c'était vraiment très très prononcé chez moi. En gros, je me sentais à peu près d'attaque de 8h à midi et l'après-midi, j'étais en mode survie jusqu'à 18h le soir, quoi. Donc, c'est des journées qui sont très longues et moi, j'y arrivais plus. Au bout d'un moment, j'y arrivais plus parce que c'était beaucoup trop. Et puis, pour ma discipline à moi, donc en allemand, il y avait aussi la particularité qu'on soit souvent, quasiment tout le temps, sur 2 voire 3 établissements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les disciplines parce que les professeurs de français, de mathématiques ou des grosses matières ont toutes leurs heures au même endroit. Nous, en allemand, on avait de la difficulté à avoir des élèves. Donc, on avait moins d'élèves que les collègues d'espagnol ou les collègues d'anglais. Ce qui fait que nous ne pouvions pas faire nos 18 heures dans un même endroit. Donc, on était envoyés sur 2 établissements en même temps. Donc, pour un professeur d'allemand, c'est la normalité, on va dire, d'avoir par exemple 10 heures dans un établissement et 8 heures dans un autre, ou alors 15 heures et 3 heures. Et parfois, on peut même vous rajouter un 3e établissement si votre service n'est pas complet. Donc bien évidemment, ça serait trop beau si les établissements étaient très proches les uns des autres. Moi, pour ma part, j'avais parfois 45 minutes de route
entre deux établissements et je devais donc dans la journée changer d'établissement. Donc par exemple, je finissais, mettons, à midi dans mon premier établissement et je reprenais à 13 h dans mon autre établissement et j'avais 15 minutes pour manger parce que j'avais 45 minutes de route. Donc quand votre emploi du temps est bien construit, ça va à peu près. Mais quand c'est un emploi du temps qui n'est pas très bien fait, en raison des contraintes de chaque établissement, et que vous arrivez en dernier parce que vous êtes nommé en dernier sur les établissements, puisque vous êtes remplaçant, souvent en début de carrière, et ben autant dire que c'est pas facile à gérer. Parce que qui dit deux établissements dit 2 fois plus d'adaptation, 2 fois plus de responsabilités, 2 fois plus de contraintes, et surtout beaucoup de temps passé sur la route dans la voiture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment fatiguée et qui a contribué à me faire partir parce que je n'en pouvais plus. Il y a aussi avec ça l'insécurité liée à la question des postes et des mutations. Alors ça, c'est quelque chose dont on m'avait très peu parlé dans mon cursus quand j'ai fait ma formation pour être prof. Évidemment, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de professeurs d'allemand, on n'allait pas vous effrayer en vous disant attention, les mutations, vous risquez d'être affecté dans une autre académie, etc. En réalité, il y a un mythe, en tout cas à l'époque, il y avait un mythe. On se disait que si on devenait prof et qu'on avait notre CAPES, on allait être titularisé dans un endroit, qu'on allait être en sécurité avec un CDI et puis qu'on allait pouvoir construire notre vie au même endroit. Si possible, proche de notre domicile. En réalité, c'est pas du tout ce qui se passe parce que le système de mutation des enseignants est pour moi un système qui n'est pas du tout juste et qui fait que quand vous êtes en début de carrière, en fait, vous avez très peu de points parce que c'est un système qui fonctionne par points. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais corrigez-moi si ça n'est plus le cas parce que ça fait quand même quelques années que j'enseigne plus, donc je suis peut-être un peu déconnectée. À l'époque, c'était des points. Et donc quand on commençait, en fait on n'avait pas de points, donc on avait très peu de chance déjà d'avoir l'académie dans laquelle on était. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir l'académie de Dijon, mais il y a d'autres personnes qui ont eu le CAPES l'année après moi, qui ont été mutées dans le Nord, qui ont été mutées à Versailles, qui ont été mutées dans d'autres académies, qui du coup ont dû déménager. Ensuite, une fois que vous êtes affecté dans votre académie, vous avez donc un nombre de postes disponibles. Donc nous, pas de chance en allemand, il y avait très peu de postes et tous les postes sur Dijon étaient déjà pourvus parce que c'était une très forte demande dans la zone. Donc en gros, il fallait compter qu'on soit TZR, donc titulaire en zone de remplacement, pendant plusieurs années, peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, avant d'espérer d'avoir un poste fixe, c'est-à-dire d'être nommé dans un établissement à titre définitif. Donc moi j'ai été TZR pendant plusieurs années. Donc qui dit TZR dit changement d'établissement tous les ans, dit changement de département aussi possiblement tous les ans. S'adapter aux besoins du rectorat et là où on vous envoie. Ça veut dire aussi potentiellement déménager tous les ans ou alors faire énormément de routes, donc des frais de déplacement, etc., puis beaucoup de fatigue. Et jusqu'à avoir la possibilité d'être affecté à titre définitif, mais sachant qu'il y avait très peu de postes et que c'était les personnes qui avaient le plus de points qui pouvaient prétendre à aller sur ces postes-là, autant dire qu'on était condamné à être remplaçant pendant quand même assez longtemps, à moins de changer d'académie et d'aller vivre à 600 ou 700 km de notre lieu de vie et d'aller dans un endroit où il y avait plus de postes. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Les mutations, le système des mutations, le stress aussi que ça occasionne parce que tous les ans, il faut refaire des vœux. Tous les ans, tu ne sais pas où tu vas te retrouver, donc tu es sans affectation. Tu attends au mois de juillet, fin juillet, de savoir où est-ce que tu seras envoyé en septembre. La plupart du temps, ça ne te convient pas. Donc tu peux faire une demande de révision d'affectation, mais il faut avoir des bonnes raisons pour pouvoir prétendre à être affecté ailleurs. Donc beaucoup d'insécurité. Le sentiment aussi d'être un peu un pion, qu'on envoie à droite à gauche là où on a besoin sans qu'il y ait trop de logique. Donc moi j'ai connu par exemple des collègues qui étaient avec un enfant en bas âge, avec un conjoint et qui devaient la semaine aller à 300 km de chez elles, prendre un appartement à la semaine et revenir le week-end. Voilà. Donc autant dire qu'il faut quand même être au courant de tout ça parce que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de motivation et aussi beaucoup de sacrifices par rapport à notre confort de vie. Et puis,
Le salaire aussi, alors je sais que maintenant les salaires ont été augmentés, donc les enseignants gagnent plus et les stagiaires aussi gagnent plus. Moi j'ai fait 5 ans d'études et ma première année j'étais payée 1 450 € net par mois. Donc autant vous dire qu'à l'époque, par rapport à tout le travail qu'on nous demandait de faire, le fait d'être sur 2 établissements, les déplacements, la fatigue, l'investissement, etc., je trouvais quand même que ce n'était pas cher payé. Et au bout de 5 ans, 5 ans d'enseignement, je crois que j'étais à 1 850 € net par mois. Voilà, j'avais quelques primes et quelques petites choses en plus, mais on va dire que mon salaire de base était 1 850. Et je trouvais que quand on fait 5 ans d'études, que quand on s'investit beaucoup, etc., le salaire ne reflétait pas en fait l'investissement et tout ce qu'on y mettait, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quand même un peu différent parce qu'on est mieux payé, mais c'est un métier qui reste quand même parfois assez sacrificiel, quoi. Et puis bon, ben, pour terminer, je dirais la réticence de la hiérarchie, mais ça va avec les conditions de travail. Donc vous pouvez tomber sur des chefs d'établissement qui vont être extrêmement ouverts à tout ce qui est novateur, qui vont avoir envie de mettre des nouvelles choses en place, de s'intéresser aux pédagogies nouvelles, etc. Mais vous avez aussi des chefs d'établissement qui sont très fermés et quand vous proposez des nouvelles idées, quand vous avez envie de proposer des aides à la méthodologie, des aides aux devoirs, des choses pour aider les enfants, qui vont gentiment vous dire que non. Voilà. Donc ça m'avait aussi, moi, beaucoup freiné parce que j'avais envie de mettre à contribution mon énergie aussi et mon accompagnement, en fait, pour accompagner de manière plus individuelle les élèves, parce que je trouvais que dans mes salles de classe, à raison de 3 heures par semaine à 30, j'avais pas le temps, si vous voulez, de vraiment les accompagner, de faire connaissance, de parler de leurs difficultés, etc. Et c'est vraiment ce qui manque, d'ailleurs, dans l'éducation nationale. Il manque en fait de l'individualisation des parcours et c'est aussi une des raisons qui m'ont poussée à quitter mon métier. Eh bien, je me suis retrouvée, malgré toute ma bonne volonté, face à des personnes qui ne voulaient pas, qui m'ont dit non, que c'était pas mon métier, que j'avais qu'à me contenter de faire mes cours d'allemand, etc. Donc c'est vrai que à une époque déjà où je souhaitais enseigner et proposer des choses avec un peu plus de liberté, que j'avais déjà des idées pour de l'accompagnement individuel qui me tenait très à cœur, je me suis dit bon, bah c'est pas dans l'éducation nationale que tu vas pouvoir développer ça, parce que ça reste quand même une structure qui est extrêmement rigide, très hiérarchisée et dans laquelle on peut très vite atteindre un plafond de verre. Et ça peut être aussi un frein pour les gens qui ont envie d'avancer, d'innover, etc., etc. Alors voilà, un bilan, on va dire, un peu général des aspects positifs et des aspects négatifs que moi j'ai rencontrés durant mon expérience à l'éducation nationale. Alors j'ai eu aussi une expérience de prof dans une école alternative où j'ai enseigné dans une classe de CP, CE1, CE2, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'était vraiment un autre contexte que celui de l'éducation nationale. En tout cas, ma démission, voilà, ça a été quelque chose de très dur pour moi parce que ça a été le synonyme aussi d'un échec. D'un échec parce que j'ai investi beaucoup dans ce métier, parce que j'y croyais vraiment, parce que je pensais faire ma carrière en tant qu'enseignante et que je ne m'étais jamais vue faire autre chose que ce métier. Donc au moment où j'ai démissionné, ça a été un soulagement parce que j'étais en burn-out et que j'étais épuisée, pour raison de santé aussi bien sûr, mais en même temps ça a été aussi un sentiment de tristesse profonde en fait, un sentiment aussi d'abandonner en fait quelque chose qui me tenait à cœur. Mais je crois que quand on n'arrive plus à exercer son métier avec l'envie, avec la volonté, avec le cœur, et que quand on va travailler, on voit plus le sens, qu'on peut plus donner aussi la même chose aux élèves, ça devient très frustrant et on devient aigri aussi. Et moi, je suis partie avant de commencer à verser dans l'aigreur, avant de commencer à détester aussi le métier, je suis partie avant. Voilà. Alors, je pense toujours à mes collègues enseignants et j'ai toujours beaucoup
d'admiration aussi pour les collègues qui sont toujours aussi motivés, qui restent, qui malgré les difficultés, les contraintes, le système, les lourdeurs, trouvent toujours de l'énergie pour transmettre, pour accompagner les jeunes, etc. Et merci évidemment à tous ces profs qui sont dynamiques, qui ont l'envie, qui sont créatifs, qui sont dans l'écoute, qui vraiment contribuent en fait à ce que nos élèves et nos enfants grandissent. Merci à ces personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une entrée, on va dire, dans le monde de l'enseignement et de l'éducation nationale à travers mon regard. C'est un très beau métier, le métier de prof, et qui, comme bien d'autres métiers, aurait vraiment avantage, bénéfice à être plus encouragé, plus valorisé. Et puis, il y aurait beaucoup de choses à changer, bien sûr, dans l'éducation nationale, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.